Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette nouvelle Unipop Histoire dans le cadre du dispositif de ville en ville. Ce soir, nous allons donc nous intéresser aux nouvelles guerres afghanes 1979-2021. Et pour nous en parler ce soir, on est heureux d'accueillir notre intervenant, Patrick Richet, que je vous demande d'applaudir. Merci. Alors Patrick Richet est professeur d'histoire émérite en chaire supérieure. Il est intervenant régulier au sein de cette Unipop. On s'était quitté finalement il y a quelques temps sur une conférence sur également l'Afghanistan, mais cette fois-ci au XIXe siècle, avec des luttes entre l'Empire russe et puis les Britanniques pour des luttes d'influence finalement. Ce soir, c'est à une histoire beaucoup plus récente qu'on va s'intéresser, sur ces 40 dernières années, finalement, 40 années de guerre, marquées bien sûr par l'invasion de l'Afghanistan en 1979, puis des guerres civiles en Afghanistan, puis la montée au pouvoir des talibans, l'intervention américaine à partir de 2001 suite aux attentats du 11 septembre, et puis depuis récemment, donc août 2021, le retrait total des Américains et des forces internationales, même si certaines étaient parties avant. Voilà, donc c'est à cette histoire que nous allons nous intéresser ce soir, difficile aussi, avec un nouveau chapitre qui va s'ouvrir et qui est aussi, lui, assez, on va dire... incertain. Incertain est le mot. Bonsoir à toutes et à tous, bien entendu. Je suis très heureux de vous parler de ce sujet. J'aurais évidemment préféré vous en entretenir dans d'autres circonstances, mais les hasards de la programmation en ont décidé autrement. Et puis je me dis que finalement, soumettre les guerres à l'enquête de l'histoire, ça permet d'y voir non seulement plus clair, mais parfois d'éviter les suivantes. Du moins, on peut l'espérer. Mais avant de vous parler de temps de guerre, je voudrais vous parler des temps de paix. Parce que beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'histoire... Non. Voilà. Qui traitent de l'histoire de l'Afghanistan considèrent les années 1970 comme une sorte d'état de grâce. Alors j'en profite pour mentionner quelques-uns de ces ouvrages. D'abord des ouvrages de celui qui connaît certainement le mieux l'Afghanistan, puisqu'il y a fait de nombreux séjours. C'est l'Américain Michael Barry, mais qui est francophone et persanophone. Son Royaume de l'insolence est considéré comme le meilleur ouvrage d'histoire sur l'Afghanistan. Et il a publié, alors après... le 15 août 2021, ce départ catastrophique des Américains, il a publié un ouvrage, Le Cri afghan, qui dit bien ce qu'il veut dire, dans lequel il exprime son émotion. Alors, il n'a pas bien maîtrisé sa matière, c'est un ouvrage un peu foisonnant, mais qui est toutefois très intéressant. Et puis, alors, les ouvrages vont deux par deux. J'ai sélectionné également les ouvrages de Jean-Pierre Perrin, un grand reporter qui est allé à de très nombreuses reprises également en Afghanistan. Son premier ouvrage court sur toute l'histoire de l'Afghanistan. C'est vraiment un ouvrage extrêmement documenté et en même temps très vivant. Et puis lui aussi a ressenti la nécessité donc de publier un nouvel ouvrage en janvier dernier, mieux maîtrisé que celui de Mike Barry, où il revient sur cette humiliante défaite. Et puis j'ai sélectionné aussi deux ouvrages alors universitaires, cette fois, de Gilles Doron-Soro, La Révolution afghane, publié en 2016, et Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite. L'ouvrage est paru au printemps 2021, mais Doron-Soro, qui connaît très bien l'Afghanistan aussi, se doutait malheureusement de ce qui allait se produire. Donc, tous les témoins afghans ou étrangers, les premiers touristes dont j'ai eu la chance d'être, le disent, l'Afghanistan des années 70 était un pays de mirage. Il suffit d'évoquer la beauté des stupéfiantes de certains paysages, alors comme les fameux lacs de Bamiyan, de Bandiamir, pardon. Les lacs de Bandiamir sont six lacs étagés qui se jettent les uns dans les autres d'une couleur
turquoise, c'est pas pour rien que l'Afghanistan est le pays du lapis lazuli, hein, ça se retrouve dans les paysages. J'ai sélectionné également cette photo du plus grand des Bouddhas de Bamiyan, 55 mètres de haut. À l'époque, en 1975, vous voyez quelle stature il avait. Et vous voyez qu'on y travaillait, on faisait des travaux de réfection. C'était les Japonais à l'époque qui essayaient de réparer cette immense statue. Et puis cette vallée très verte évoque également les paysages emblématiques de l'Afghanistan dans leur écrin de montagnes ocre. Alors en ville, on croisait à l'époque des jeunes filles, le visage découvert, maquillées. Alors on en voit une ici, bon c'est vrai que les autres portent la burqa, mais ce genre de scène, vous ne le verriez pas aujourd'hui évidemment à Kaboul. On voyait aussi des petites filles en uniforme, toutes joyeuses, d'aller à l'école. Mais on se rendait vite compte que c'était loin d'être la majorité et la plupart des enfants travaillaient et souvent très dur. La misère était en effet très grande dans les campagnes où rien ne semblait avoir changé depuis le Moyen-Âge. Alors on utilisait encore l'arère en bois, la serpe pour faucher, les maisons étaient en torchis et on s'éclairait à la lampe à huile. Rien donc ne laissait présager que ce pays, si paisible en apparence, un pays mythifié par Joseph Kessel, vous savez certainement le titre de son ouvrage, Les Cavaliers, qui a été publié en 1967 et qui n'est certainement pas pour rien dans l'intérêt que les Français avaient pour cette destination. On ne se doutait pas que ce pays allait devenir le champ clos de 4 décennies d'affrontements, comme le rappelait tout à l'heure Bruno, dont 2 invasions-occupations par les plus grandes puissances militaires du monde. Donc entre 1979 et 1989, la soviétique, entre 2001 et 2021 pour l'américaine, appuyée par une coalition de plus de 40 pays. Sur cela se greffe plutôt une guérilla pratiquement ininterrompue dans les campagnes, une guerre civile qui fit rage entre surtout 1992 et 1996. Comment expliquer cet enchaînement de guerres concernant un des pays les plus pauvres de la planète, sans ouverture sur la mer, au sous-sol, dit-on, riche, mais inexploitable en l'absence d'infrastructures? Comment expliquer, par ailleurs, les échecs récurrents des interventions extérieures en dépit d'une disproportion phénoménale du rapport de force? J'ai appelé ce cycle interminable les nouvelles guerres afghanes. Alors c'est une expression qu'on utilise guère, mais je voulais les distinguer de ce qu'on appelait les guerres afghanes au XIXe siècle. C'était des guerres beaucoup plus brèves, qui avaient opposé les Anglais aux Afghans selon un schéma assez classique de type impérialiste. Les Britanniques, qui étaient présents en Inde à l'époque, ayant alors 2 buts qu'ils étaient d'ailleurs parvenus à atteindre tant bien que mal. D'une part, soumettre les Afghans à leur protectorat, enfin un protectorat assez distant, sans présence matérielle, et deuxièmement, empêcher les Russes de pénétrer dans cette chasse gardée. Pour analyser ces guerres nouvelles, par conséquent, il faut commencer par questionner les explications fréquemment avancées. Première explication, l'Afghanistan présenté comme le royaume de l'insolence, je reprends l'expression de Mike Barry, une sorte de thèse géoculturaliste faisant de ce territoire une citadelle inexpugnable dont les habitants sont de façon atavique des rebelles à toute autorité. Cette carte permet de comprendre pourquoi on parle de citadelle. Le centre du pays est composé des montagnes prolongeant l'Hindou-Kush, avec des sommets à plus de 7000 mètres d'altitude. Et donc le pays utile, si on veut, enrobe cette chaîne énorme de montagnes, les villes principales, Kaboul, bien sûr, la capitale, Kandahar au sud, la deuxième grande ville, Herat qui se trouve à l'ouest, et au nord, Mazar-i Sharif. Donc
un pays relativement grand, qui fait un peu plus de la superficie de la France, qui était à l'époque peuplé d'environ 15 à 20 millions. On n'a jamais su très bien, on n'a jamais fait de recensement fiable dans ce pays. Et donc, un pays qui semblait irréductible d'une certaine façon. Bon, il faudra peut-être aller un peu au-delà de cette expression. Deuxième explication, c'est la reprise du grand jeu. Alors, le grand jeu, c'est une autre expression fétiche qui a désigné la rivalité anglo-russe en Orient au XIXe siècle et qui a repris du service pour faire de l'Afghanistan un enjeu entre URSS, cette fois, et États-Unis. Et enfin, on invoque aussi les antagonismes ethniques et tribaux qui entraveraient la construction de l'unité nationale. Alors, cette carte permet de voir la répartition des différentes ethnies. L'ethnie pachtoune majoritaire dans le sud du pays, qui représente 40, vous le voyez, 40 à 45% de la population, qui est sunnite. Les Tadjiks sont plutôt au nord et dans la région d'Herat. Les Hazaras au centre, justement dans la région de Bandiamir, qui sont environ 10% de la population et sont, eux, de rite chiite. Ce sont les seuls en Afghanistan. Et enfin, bon, j'ai indiqué les Ouzbeks tout à fait au nord, mais il y a d'autres ethnies comme les Baloutches, par exemple, ou les Turkmènes. Donc ces thèses explicatives, donc le royaume de l'insolence échappant à toute organisation, irréductible d'une certaine façon, deux, le grand jeu, donc, qui fait de l'Afghanistan l'objet d'affrontements entre grandes puissances, et trois, la composition ethnique, eh bien, ces thèses ont toute leur part de légitimité, mais on ne peut pas les recevoir comme unique grille de lecture. Car on oublie souvent une question fondamentale qui se posait en 70 déjà, c'est la question du développement. Pour ce pays sous-développé, alors on dit aujourd'hui moins avancé ou en développement, quel modèle suivre à la fin des années 70 ? Le modèle marxiste, qui est proche finalement, les républiques d'Asie centrale abordent le pays au nord, le modèle de la révolution islamique, tel qu'il se développe en Iran à partir de 79, ou le modèle libéral occidental. Trois options. Le contraste entre ville et campagne rendait encore plus difficile la réponse. Parce qu'on avait d'un côté des villes de plus en plus occidentalisées, comme Kaboul, vitrine moderniste aux institutions scolaires de prestige pour les élites, le lycée français par exemple, mais de l'autre les campagnes qui, elles, étaient très arriérées, soumises au Khan, K-H-A-N, c'est le notable local, le gros propriétaire si vous voulez, et aux mollahs religieux, où règne alors dans ces campagnes l'analphabétisme massif, la malnutrition, voire la famine, comme en 72-73, et l'absence totale de soins. Traversé donc de nombreuses tensions sur le plan social, culturel, politique, il ne faut pas oublier que l'Afghanistan se trouve aussi sur une ligne de fracture majeure à l'intersection de véritables plaques tectoniques géopolitiques, avec d'un côté les républiques d'Asie centrale, alors soviétiques puis ex-soviétiques, le sous-continent indien à l'est, plutôt pro-occidental, mais divisé entre deux ennemis irréductibles, l'Inde et le Pakistan, et enfin le Moyen-Orient, enfiévré dans les années 70 par le nationalisme arabe et iranien. Ce sont les soviétiques donc, qui, les premiers, vont se lancer dans l'aventure afghane, ouvrant d'une certaine façon la boîte de Pandore, d'où vont surgir des forces de plus en plus radicales. Donc, je vous présente là le plan de ma première partie, où je souligne d'abord le fait que les soviétiques s'intéressent depuis longtemps à l'Afghanistan. Le premier à reconnaître l'indépendance du pays en 1919 fut Lénine. Mais c'est pendant la guerre froide surtout que les soviétiques tissent des liens de plus en plus étroits avec l'Afghanistan, surtout quand le pays est dirigé par le prince Daoud,
qui fut d'abord Premier ministre de son cousin, qui était le roi, Zahir Shah, et qui ensuite détrôna le roi et prit sa place et devint président. Alors, quelques jalons. En 1955, Khrouchtchev fait une visite à Kaboul et signe un traité économique et militaire. C'est à ce moment-là que l'URSS commence à équiper l'armée afghane et à former ses officiers. 10 ans plus tard, en 64-65, les soviétiques accentuent leur présence par l'achèvement du tunnel du Salang. Il en est question dans le film que certains de vous ont vu. C'est par là que les soviétiques pouvaient sortir de l'Afghanistan d'une certaine façon. Donc ils construisent ce tunnel du Salang, construisent également la base aérienne de Bagram, qui est devenue la très grande base militaire de toutes les occupations étrangères en Afghanistan, au nord de Kaboul. Alors les États-Unis se sont un peu intéressés aussi à l'Afghanistan, puisque les soviétiques y mettaient un peu la main, et ils ont essayé de contrebalancer leur influence en faisant paver, eux, la route du Sud, de sorte que l'Afghanistan bénéficie d'une route construite au nord par les soviétiques et de celle construite au sud par les Américains, une route qui fait le tour du pays en contournant l'Hindoukouche. En 1965 encore, alors cette fois dans le pays lui-même, a lieu la fondation du Parti communiste afghan, appelé Parti populaire démocratique, qui se fracture très tôt entre deux factions. Alors l'une plus dure, implantée chez les militaires, dont les chefs sont Taraki et son lieutenant Amin, et l'autre un peu plus modérée, si l'on veut, dont le chef est Babrak Karmal. C'est dans les années 78-79 que l'installation des communistes se réalise vraiment au pouvoir en Afghanistan. C'est d'abord une affaire autonome. Tout commence en avril 78 par un coup d'État d'officiers communistes qui éliminent Daoud et mettent en place Taraki, qui est proclamé président, avec Amin, Premier ministre. Moscou, qui est certainement derrière, reconnaît immédiatement le nouveau régime. Mais très vite, la révolution du taureau, le taureau c'est le nom qu'on donne au mois dans le calendrier traditionnel afghan, en avril, cette révolution s'emballe. Un régime de terreur s'installe dont les cibles sont aussi bien les dignitaires religieux, musulmans, que les intellectuels occidentalisés ou les leaders des ethnies minoritaires. Mais au sommet de l'État également, la lutte fait rage pour le pouvoir. Amin, lors d'une révolution de palais, fait éliminer le président Taraki et prend sa place. Autrement dit, il y a un énorme désordre à ce moment-là à la tête de l'État. Et Moscou, face à cette révolution qui dérape, décide d'intervenir. Brejnev, qui est au pouvoir à cette époque, impose sa décision au Politburo. On a pu consulter les archives. Elles ont été ouvertes pendant un temps très bref, sous la présidence Eltsine. Elles sont refermées depuis, vous le pensez bien. Et on a pu s'apercevoir à ce moment-là que l'armée rouge, enfin les dignitaires de l'armée rouge n'étaient pas très favorables, à l'inverse du KGB. Mais c'est la doctrine Brejnev qui l'emporte, de l'irréversibilité du processus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'un pays qui entre dans le camp communiste a vocation à y rester définitivement. Et s'il n'y reste pas, on fait tout pour qu'il le fasse. C'est ce qui a valu, par exemple, à la Tchécoslovaquie d'être envahie au moment du printemps de Prague en 1968. Et d'ailleurs, significativement, l'invasion soviétique, l'opération de l'invasion soviétique, a été baptisée Prague, justement. Donc on est exactement dans la même ligne. Alors cette opération se produit du 25 au 27 décembre 1979. Cette carte synthétise un petit peu ces opérations et l'occupation soviétique qui va suivre. Alors, tout commence par un débarquement de paras qui s'empare des aéroports. Une troupe spéciale élimine Amin, qui devenait ingérable, et les troupes terrestres entrent par le nord, le pont de Termez, et également
par l'ouest. Vous voyez que les flèches rouges indiquent la marche de l'armée rouge les troupes terrestres. Babrak Karmal, donc, qui incarnait, lui, disons, une tendance un peu plus modérée, jugé plus docile, devient président. L'URSS est condamné par la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU. Évidemment, au Conseil de sécurité, il ne se passe rien, mais vous savez pourquoi, bien sûr. Donc l'URSS est condamné en janvier 1980 et le sera rituellement tous les débuts d'année, mais sans conséquence. L'URSS subit des mesures de rétorsion, l'embargo américain en particulier, sur les ventes de céréales. Alors ça peut paraître étrange, mais à l'époque, l'agriculture soviétique étant très peu productive, les soviétiques achetaient du blé américain. Donc on leur coupe ce ravitaillement. Et on sait aussi, c'est le boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Donc dès lors que les soviétiques sont installés en Afghanistan, comment découper un peu cette période? On peut distinguer 3 grandes phases de l'occupation. Première phase, 1980-83, les troupes soviétiques sécurisent la grande rocade que vous voyez sur la carte, la grande rocade routière qui ceinture le pays. Et Moscou, pour le reste, implante donc des bases un peu partout, mais compte sur le gouvernement et l'armée afghane pour mater l'insurrection intérieure qui déjà se dessine et pour transformer le pays en république socialiste. Les promotions d'étudiants et de militaires formés chaque année en Union soviétique devaient y aider. Mais les résultats se font attendre et on passe à la deuxième phase, 1984-85, où l'armée rouge prend directement les choses en main. C'est à ce moment-là que sont lancées les grandes opérations de nettoyage avec blindés, avions, hélicoptères. Les effectifs sont à leur maximum, ainsi que les pertes d'ailleurs militaires et civiles. Les bombardements aveugles font énormément de victimes, des villages entiers sont rayés de la carte. Mais la résistance s'intensifie, c'est l'escalade et l'enlisement. Troisième période, 86-89, la perspective de retrait se dessine, Gorbatchev arrive au pouvoir et a d'autres priorités. Il annonce officiellement le retrait en 1988. Il faut dire qu'en 1986 intervient une nouvelle donne sur le plan militaire, c'est la dotation par les Américains de missiles solaires Stingers, on en parle encore aujourd'hui, aux maquisards. Ils sont faciles à utiliser, d'une redoutable efficacité contre l'aviation. Le 15 février 1989, en bon ordre, la dernière colonne de chars de chars de l'armée rouge quitte le sol afghan. Et le général Gromov, derrière ses troupes, traverse à pied le pont de l'Amitié. En réalité, l'armée rouge évacue l'Afghanistan sur un échec. Un échec d'abord militaire, qui était prévisible, puisque l'armée rouge n'a jamais concentré que environ 100 à 150 000 hommes, alors qu'il en faudrait 10 fois plus pour tenir le pays. Cette armée est peu motivée, car composée d'appelés, auxquels on cachait souvent leur destination. La coordination est mauvaise avec l'armée afghane, infiltrée par les maquisards. Une armée sujette à la corruption, avec revente des armes et du carburant. Alors dans le film Leaving Afghanistan, on voit que les soviétiques en faisaient autant. Une armée également, l'armée afghane, sujette à une désertion massive. Chaque année, 10% à peu près de l'effectif disparaît. Échec également politique, car les soviétiques ne sont jamais parvenus à réunifier réellement le parti communiste afghan. Le régime a entamé des réformes, mais de façon extrêmement brutale, et a été obligé de les abandonner, comme la réforme agraire. L'effort notable qui a porté sur l'école est dévoyé par des mesures d'embrigadement. Chant à la gloire du communisme, apprentissage obligatoire du russe. L'instituteur, vêtu à l'occidental, qui débarque dans les petits villages, est vite détesté. Autrement dit, la grève du communisme est massivement rejetée.
c'est qu'en face, la résistance des Moudjahidines n'a fait que se renforcer. Moudjahidine, c'est le pluriel de Moudjahid. Ça signifie combattant du djihad, parce que la guerre sainte a été proclamée comme à chaque fois que le pays a été menacé dans le passé. C'est le terme Moudjahidine qui va donc servir pour désigner les maquisards. Et vous voyez que le vert qui représente cette zone non contrôlée, non contrôlée par les autorités, c'est la zone de la résistance, s'étend sur la plupart du pays. Face à l'invasion étrangère et à l'imposition d'un régime athée qui veut brûler les étapes vers le modernisme, la seule idéologie de résistance ne pouvait être que l'islamisme. Alors, je vous ai déjà dit qu'en 1979 avait eu lieu la révolution de Khomeini en Iran, qui offre l'exemple justement d'une révolution islamique qui subordonne le politique au religieux et combat les idéologies importées, qu'elles soient marxistes ou libérales. Alors certes, l'Iran est chiite, mais ce qui se passe chez le voisin, évidemment, ne manque pas d'impressionner les Afghans. La ville de Peshawar, alors cette ville de Peshawar que vous voyez... Voilà, ici, la ville de Peshawar, donc en territoire pakistanais, eh bien, cette ville de Peshawar va devenir la base arrière de la résistance. C'est là que convergent les soutiens en hommes et en argent. L'Arabie saoudite procure l'argent et les Américains surtout les armes. L'aide est centralisée par les services secrets pakistanais, en particulier le très puissant ISI pour Inter-Service Intelligence. C'est le service qui redistribue les moyens entre les 7 partis afghans de la résistance. Oui, on ne compte pas moins que 7 partis, 3 fondamentalistes, 2 islamistes modérés et 2 conservateurs. Les Pakistanais favorisent le plus fondamentaliste de tous, le parti de l'islam d'Hekmatyar, un personnage cynique, calculateur, plus un homme d'appareil qu'un chef militaire. Et on va le trouver au premier plan pendant plus d'une décennie, souvent pour le pire. Son parti, donc parti de l'islam, rallie essentiellement des membres de l'ethnie pachtoune majoritaire, surtout dans le sud. Un des 2 partis que j'ai appelé islamistes modérés est aussi amené à jouer un rôle déterminant. C'est le groupe islamique du docteur en théologie Rabbani, dont l'adjoint militaire est le fameux commandant Massoud. Ce parti est composé, lui, en majorité de Tadjiks. Entre les 2 organisations, la rivalité ne va faire que s'exacerber. Sur le terrain de la guérilla, en Afghanistan, c'est l'ère des commandants qui commence. Alors on nomme commandant un simple chef de village ou de vallée ou de toute une région à partir du moment où il commande un groupe de moudjahidines. Le plus emblématique est évidemment le commandant Ahmad Shah Massoud, que vous voyez ici dans une attitude un petit peu de penseur, c'est l'image qu'il veut donner, avec son béret bien connu, qui fait partie de son image, c'est le fameux pakol qui équipe donc les moudjahidines. Massoud est né dans la vallée du Panjshir, c'est un fils de militaire qui a fait ses études au lycée français de Kaboul précisément. Donc il comprend le français, le parle un peu, et il a évidemment une prédilection pour les Français qui viennent le visiter. C'est un lecteur également de Mao et de Che Guevara, bien qu'il soit islamiste. C'est son image, son engagement de départ, l'islamisme. Mais également, il s'intéresse évidemment aux luttes, disons, partisanes qui ont eu lieu déjà un peu partout. Dès l'invasion soviétique, il était réfugié à l'étranger. Il revient dans sa vallée et en fait un bastion de la résistance et un bastion inexpugnable. Il faut dire que le Panjshir est une vallée de 250 km de long qui débouche
sur la route, la fameuse route stratégique du Nord, qui relie donc Kaboul au nord du pays par le tunnel de Salang. Et Massoud se montre un excellent chef qui se débrouille pour être toujours prévenu à l'avance des actions qu'on veut mener contre lui. Tous les printemps, il y a une offensive de printemps contre sa vallée, et ça lui permet de faire évacuer les villages et de verrouiller les accès très étroits de sa vallée. Il acquiert ainsi un véritable statut de héros, non seulement en Afghanistan, où on le surnomme, vous le savez certainement, le lion du Panjshir, mais aussi en France, grâce aux visiteurs qui viennent le rencontrer. Parce que Massoud n'est pas seulement un très bon stratège, c'est aussi un très bon communicant. Il accueille les journalistes, alors Jean-Pierre Perrin, dont je parlais tout à l'heure, les documentaristes, Christophe de Ponfilly, qui devient son ami, et lui consacre un film, Massoud l'Afghan. Des intellectuels comme BHL viennent également le visiter. Les humanitaires également, qui jouent un rôle de plus en plus important aux côtés des maquisards, puisqu'ils apportent nourriture et soins. Quand les soviétiques quittent l'Afghanistan en février 1989, les insurgés contrôlaient 80% du territoire. Pourtant, il leur faudra plus de 3 ans pour faire chuter le régime qu'on appelle maintenant le régime de Nadjibullah, qui est le nouveau président qui a succédé à Karmal. L'Union soviétique a en effet continué à apporter son soutien jusqu'à sa dissolution en 1991. Mais à ce moment-là, évidemment, le régime afghan tombe de lui-même, ou presque. Le 17 mars exactement 1992, Massoud, qui avait promis l'amnistie aux officiers communistes, entre dans Kaboul sans coup de feu. Le président Nadjibullah se réfugie dans les bureaux de l'ONU, où il va rester 4 ans jusqu'à son exécution par les talibans. Alors, si on veut dresser le bilan, eh bien, il est proprement terrifiant de cette occupation soviétique. Les pertes pour l'URSS s'élèvent officiellement à 13 000 morts, mais certainement au-delà même du double, plus des milliers de blessés physiques et psychologiques. Cette guerre a traumatisé la société soviétique, comme le révèle le livre de Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel, qui a écrit « Les cercueils de zinc ». C'est les cercueils dans lesquels on renvoyait les corps des soldats soviétiques. Et elle rapporte dans ce livre les récits des mères des soldats disparus. Un extrait des mémoires, cette fois d'un officier russe, héros d'Afghanistan, Alexandre Lebed, résume bien le sentiment général. Nous avons rapporté, dit-il, l'Afghanistan avec nous, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos coutumes, dans tout et à tous les niveaux. Cette médiocre aventure politique a marqué le commencement de la fin. C'est à peu près le même message que délivre le film de Pavel Lougine, justement, Leaving Afghanistan. Un officier dit pratiquement la même chose. Une guerre perdue, donc, qui incontestablement a pesé dans le délitement du régime soviétique. C'est évidemment pour l'Afghanistan que le bilan est encore plus terrible. Entre 500 000 et 1 million de morts. Certains vont jusqu'à 2 millions de morts. Et je vous ai dit que la population était de 15 à 20 millions. Vous voyez un petit peu le caractère extrêmement meurtrier de cette guerre. On compte également d'innombrables blessés, dont beaucoup d'enfants, par les mines antipersonnelles. À quoi s'ajoutent les millions de réfugiés, à peu près autant, 3 500 000 de chaque côté, au Pakistan et en Iran. Alors, un visage illustre le désarroi de ces réfugiés, un visage très connu, le visage de la jeune Afghane aux yeux verts, on l'a appelé ainsi parce que longtemps on n'a pas connu son nom. Elle avait été photographiée en 1984 dans un camp de réfugiés et publiée, donc sa photo a été publiée au National Geographic l'année suivante. Le photographe l'a retrouvée de nombreuses années après, en 2002 exactement, toujours dans un camp de réfugiés,
Aujourd'hui, elle est réfugiée, mais cette fois en Italie. Et alors, cette photographie, elle a une histoire qui est très révélatrice, parce que ce regard qu'on a interprété comme un regard de désarroi, eh bien, on a posé la question à cette femme ensuite, en lui disant qu'est-ce que vous vouliez exprimer dans ce regard. Elle a dit c'est pas du tout le désarroi, c'est pas non plus la peur comme certains ont dit. On a dit ah mais on a dévoilé son visage donc elle a eu très peur. Non, elle dit c'est la colère de m'avoir pris en photo sans me demander mon avis. Et c'est quelque chose qu'on doit méditer, parce que vous voyez que le message change tout à fait et nous permet de comprendre dans quel état d'esprit étaient les Afghans face à ces agressions d'une certaine façon. Donc, vous voyez, chaque photo doit être toujours soigneusement contextualisée. Entre les villes, revenons maintenant sur le terrain, entre les villes relativement épargnées jusque-là pendant l'occupation soviétique et les campagnes, elles, complètement ravagées, la fracture s'est encore élargie. Mais ce qui est plus grave, c'est l'absence de toute idée de réconciliation. Donc je vais passer maintenant à une période souvent laissée de côté, mais qui a eu un effet désastreux également, ce que j'ai baptisé la guerre de tous contre tous, 1992-2001, c'est la guerre civile, d'une certaine façon. Selon Gilles de Ronsoro, les années 90 ont été le véritable désastre afghan. La guerre civile commence en effet dès que le régime communiste tombe. Rien n'avait été vraiment préparé entre les chefs de l'insurrection, et on sait qu'ils étaient nombreux, il y avait 7 partis, comme je l'ai dit. On avait juste prévu un vague processus de transition qui a été contesté dès le début. Alors, ce processus de transition donnait le beau rôle aux Tadjiks, à Rabbani en particulier, qui devenait président pendant un temps de transition, et Massoud, qui, lui, était ministre de la Défense. Mais ça, c'était insupportable pour les Pashtuns, qui immédiatement ont cassé cet accord. Et c'est ce qui nous fait passer de la bataille, plutôt nous fait passer à la bataille pour les villes de 92 à 96, parce que les villes vont être l'objet justement de guerres fratricides. C'est là que se concentre le pouvoir en Afghanistan, essentiellement dans les villes. Donc Kandahar dans le sud, Herat à l'ouest, Mazar-i-Sharif dans le nord, et puis Kaboul bien entendu. Dans chacune de ces grandes villes s'installe un commandant, mais un commandant qui a muté en seigneur de la guerre. Un seigneur de la guerre tout-puissant qui va détenir tous les pouvoirs. Et là, vous avez 2 portraits de ces seigneurs de la guerre. L'un qui s'appelle Abdul Rachid Dostom, qui est détenu ouzbek. Sous le régime communiste, il a été général, d'où vous voyez son uniforme et ses étoiles. Et en 92, sentant le vent tourner, il a changé de cap et s'allie avec Massoud pour prendre Kaboul. Puis il se retire dans le nord, où il fait du nord son véritable fief. Dans le duel entre Hekmatyar et Massoud, eh bien, Dostom est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est le grand spécialiste de la trahison. Il ne cesse de louvoyer entre les deux. En 1996, à la suite de la victoire des talibans à Kaboul, il adhère à l'Alliance du Nord, c'est une des composantes de ce qu'on appelle l'Alliance du Nord, avec Ismaël Khan, qui lui est le seigneur de la guerre à Herat, et Massoud est la 3e composante de cette Alliance du Nord qui va résister tant bien que mal aux talibans. Alors Dostom est un personnage très peu recommandable, lui aussi. Sa troupe est réputée pour ses exactions, bombardements aveugles, pillages, enlèvements, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment des péripéties de l'histoire des guerres urbaines.
Je vais surtout me focaliser sur Kaboul, qui vraiment a la palme de ville martyre à cette époque. Il faut savoir que Kaboul a connu un triplement de sa population lors de l'occupation soviétique à cause du phénomène des réfugiés, passant donc de 300 000 à 1 million d'habitants qui se diffusent, s'implantent dans les quartiers périphériques qui s'étendent dans toutes les directions. Et lors des combats pour Kaboul, eh bien, ce sont ces quartiers qui ont été particulièrement bombardés, en particulier le quartier ouest habité par les Hazaras. Tour à tour, Hekmatyar, surnommé à bon droit le boucher de Kaboul, Dostum ou Massoud lui-même, quand il perd la ville en 1996 et qu'il essaie de la récupérer en 1997, Massoud lui-même fait bombarder la ville de façon indistincte. Les quartiers d'habitation comme les sites culturels. Le musée, par exemple, n'est plus qu'une ruine à cette époque. Et puis, une bonne partie, on peut estimer pratiquement un tiers de la ville est réduite en ruine. Cette carte donne une idée de la fragmentation du territoire. Alors, la carte de gauche vous montre les sphères de contrôle de ces fameux seigneurs de la guerre, donc autour d'Hérat, dans le nord, ou autour de Kandahar, de Kaboul. Et puis la deuxième carte, elle, eh bien, montre la progression à partir de 1994 des talibans, qui unifient d'une certaine façon une bonne partie du pays, repoussant leurs opposants au nord essentiellement. Alors certains ont comparé la guerre civile au boscachi. Vous savez, enfin vous savez peut-être pas, c'est ce jeu de cavalier où tous les coups sont permis pour s'emparer d'une carcasse de mouton. Alors on peut proposer quand même une analyse un peu moins folklorique et plus rationnelle qui part de l'idée qu'il a été impossible de reconstruire un État doté de pouvoirs régaliens à cause de l'échec des modèles suivis jusque-là. Un État qui aurait été un État central. Le modèle royal appartient au passé, le modèle communiste est absolument honni, le modèle démocratique est inconnu, le processus électoral nécessite un long apprentissage et il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'analphabètes dans le peuple afghan. Quant au modèle islamique, eh bien, il est pluriel et suscite lui aussi les antagonismes. Il y a le modèle saoudien avec une monarchie très puissante, le modèle iranien avec une autorité religieuse au sommet, et le modèle pakistanais avec une composante militaire très importante. Dans ces conditions, les Afghans se sont repliés sur les solidarités ethniques, tribales et régionales. Autrement dit, l'ethnicisation qu'on invoque souvent comme thème explicatif, l'ethnicisation de la guerre civile n'est pas une cause, mais une conséquence de l'échec politique. Il faut aussi tenir compte du fait que le Pakistan, depuis le retrait soviétique et le désintérêt américain, veut faire de l'Afghanistan un État vassal. La situation d'anarchie lui convient, car il peut ainsi continuer à manipuler les acteurs de la scène afghane. Néanmoins, l'instabilité finit par lui nuire sur le plan économique. Les Pakistanais avaient en effet des projets de développement économique, enfin le projet surtout d'un gazoduc qui passerait par le sud de l'Afghanistan et qui permettrait d'amener le gaz du Turkménistan au Pakistan. Mais rien n'est possible tant que l'insécurité règne. Les Pakistanais sont donc devant un dilemme: sur quelle force s'appuyer pour remettre de l'ordre? L'ISI, vous savez, le service secret pakistanais, avait misé sur Hekmatyar, mais Hekmatyar s'est englué dans ces guerres de chefs de guerre, justement, de seigneurs de la guerre. Et c'est le ministre de l'Intérieur pakistanais
qui, lui, de son côté, commence à subventionner une autre mouvance encore plus fondamentaliste qu'Hekmatyar, c'est la mouvance des talibans. Alors, le taleb, pluriel taliban, est un étudiant en religion dans une madrasa, qui est une sorte de couvent-école. Les madrasas se sont multipliés dans les zones tribales. Les zones tribales, ce sont les zones qui bordent la frontière afghano-pakistanaise, peuplées essentiellement de Pashtuns. Donc, ces madrasas se sont multipliées grâce à l'afflux des réfugiés qui comptaient beaucoup d'enfants, dont nombre d'orphelins. C'était une façon de les accueillir que de les mettre dans ces madrasas. L'enseignement y est relativement rudimentaire, assuré par de simples mollahs et non des oulémas. Les oulémas, ce sont les docteurs en théologie, si vous voulez. C'est un enseignement donc rudimentaire, très fondamentaliste, avec comme pierre angulaire la charia, un code juridique, social et comportemental, inspiré par les exégèses les plus réactionnaires du Coran. Les talibans sont très jeunes, à peu près de 17 à 20 ans, donc facilement malléables, pauvres, issus des campagnes, marginalisés, c'est-à-dire plutôt, disons, désaffiliés, sans rattachement à de puissantes tribus. Eh bien, ces jeunes talibans ont compensé leur déficit social par le puritanisme religieux le plus intransigeant. Et ils ont pourtant été, dans l'immédiat, perçus comme des sauveurs bénéficiant d'une supériorité morale sur les moudjahidines qui, eux, passaient leur temps à se faire la guerre. La population est lasse, en effet, de la guerre, de l'anarchie, et les talibans leur apportent une certaine sécurité. Ils ramènent, par exemple, la sécurité sur les routes. Dans les villages, ils instaurent une justice de proximité basée sur la charia, qui est compréhensible par tout le monde. Dans les villes, ils sont aussi très bien vus par les commerçants du bazar, car ils lèvent très peu de taxes. Même les trafiquants de drogue, qui ont profité de l'anarchie, leur sont favorables. Alors, je rappelle ici que la culture du pavot connaît, à cause de cette anarchie, un boom considérable. Les talibans interdisent la consommation de l'opium qui est tiré de la fleur de pavot, mais tolèrent parfaitement son exportation vers les laboratoires du Pakistan et de l'Iran, où l'opium est transformé en héroïne. Plusieurs filières se mettent en place à cette époque qui feront de l'Afghanistan le premier producteur du monde avec 90% de la production mondiale d'héroïne. À la tête de la mouvance talibane, un homme émerge, le Mollah Omar. C'est un ancien moudjahid qui a acquis une certaine aura. Il a perdu un œil lors des combats. Il a donc une certaine réputation de bravoure. Doté d'une formation religieuse modeste, d'où son titre de Mollah, il s'est retiré dans un village où il a, lui aussi, ouvert une madrasa, dans la région de Kandahar. La légende veut qu'on soit venu le chercher à la fin de 1994 pour nettoyer justement la ville de Kandahar des factions qui y faisaient la loi. La ville va donc devenir la capitale des talibans qui affluent à partir de ce moment-là, venant du Pakistan. Alors que Peshawar avait été la ville refuge des moudjahidines, c'est maintenant la ville de Quetta, qui se trouve dans le sud du Pakistan, par laquelle on peut arriver jusqu'à Kandahar. En avril 1996, une grande choura, c'est-à-dire un grand conseil, se tient à Kandahar, où des oulémas, plus de 1000 de tout le pays, se réunissent. Et ils proclament, le 4 avril 1996, Mollah Omar, Amir al-Mouminin. Ça veut dire commandeur des croyants, un titre prestigieux qui remonte au premier temps de l'islam. À cette occasion, Mollah Omar fait sortir de son sanctuaire le manteau relique qu'aurait porté le prophète. Peu importe si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le message est clair.
Mollah Omar est une sorte de successeur dans cette place. La dynamique des talibans semble irrésistible à partir de ce moment-là. Ils prennent Hérat, s'emparent également de Jalalabad en début septembre 1996, et à ce moment-là, Kaboul est coupé du Pakistan et tombe à son tour à la fin septembre 1996. Et l'année suivante, eh bien, les talibans s'emparent de la grande ville du Nord, Mazar-i Massoud leur résistera jusqu'à la fin dans sa vallée. Et l'extrême nord et le pays des Hazaras aussi, qui apparaît en vert sur la carte, restent encore insoumis. Mais le reste de l'Afghanistan est maintenant passé aux côtés des talibans. Un nouveau régime donc se met en place, l'émirat islamique d'Afghanistan. Mollah Omar, son inspirateur, quasiment invisible, on n'a aucune photographie de lui, on ne le voit jamais à l'extérieur, reste à Kandahar. Une équipe dirigeante restreinte siège à Kaboul. Le régime des talibans n'est reconnu que par le Pakistan, évidemment, où ils ont été, on va dire, aidés. L'Arabie saoudite les reconnaît également et les Émirats arabes unis. Isolés, ils se radicalisent au contact d'une mouvance qui persiste à le protéger, c'est la mouvance d'Al-Qaïda. Et c'est ainsi qu'on va voir comment les talibans se radicalisent au contact d'Al-Qaïda. Alors il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière pour expliquer l'origine d'Al-Qaïda. À la fin tout au long, il faut dire, de l'occupation soviétique, des islamistes venant d'un peu partout dans le monde, Moyen-Orient, Égypte, Maghreb, etc., sont venus soutenir le djihad afghan. Parmi eux, un Jordanien d'origine palestinienne, Azam, bâtit son organisation Al-Qaïda. Alors, il disparaît dans un attentat, mais son adjoint, Oussama Ben Laden, en prend la tête. Fils d'une famille d'entrepreneurs yéménites qui ont fait fortune dans les travaux publics en Arabie saoudite, Ben Laden a en fait peu combattu en Afghanistan, mais il fait aménager, enfin c'est un as de la logistique, il fait aménager des cages, des bases d'entraînement grâce à ses moyens financiers. Dans le chaudron afghan, un islamisme ultra-radical où s'amalgament de multiples influences est en train de se forger. Il fait muter le djihad défensif, qui consistait à défendre donc l'Afghanistan, en djihad offensif et global. Aux yeux de ces djihadistes d'un nouveau genre, la monarchie saoudienne et même les frères musulmans égyptiens sont des tièdes, voire des traîtres. Alors, Oussama Ben Laden part après 1989 au Soudan, quelque temps, il revient en 1996, évidemment au moment de la victoire des talibans, et ranime Al-Qaïda. Son idéologie néglige les aspects spirituels de l'islam au profit d'un djihadisme mondial obsessionnel et d'une mentalité de justicier dont le fondement est une interprétation très sommaire de la charia. Une idéologie archaïque qui se combine avec des moyens nouveaux, les technologies les plus sophistiquées, comme l'informatique par exemple, et l'idée d'internationalisation, comme il y a, si vous voulez, une sorte de globalisation capitaliste du monde, eh bien, Ben Laden utilise cette idée pour faire de son mouvement quelque chose à l'échelle planétaire. L'Afghanistan, en fait, n'a que l'intérêt d'accueillir le noyau initial qui a pour objectif d'essaimer partout. Tout en préservant l'autonomie d'Al-Qaïda, Ben Laden a l'habileté de nouer de très bonnes relations avec les talibans. Il reconnaît par exemple l'autorité de Mollah Omar et s'unit même à sa famille. Chacun s'est marié avec la fille de l'autre. Le régime taliban a refusé à plusieurs reprises de l'extrader ou de le livrer. Non seulement, alors on invoque les lois de l'hospitalité,
mais c'est qu'il y a objectivement une sorte de contamination doctrinale. Dans le jargon djihadiste global, les talibans combattent les ennemis proches et Al-Qaïda combat les ennemis lointains. Face aux poches de résistance, face aux réactions de plus en plus rétives de la société, les talibans se durcissent. Ils appliquent de façon de plus en plus brutale l'enfermement des femmes dans les maisons et derrière la burqa. Ils multiplient les interdictions, le cinéma, la musique, l'élevage des oiseaux et même les cerfs-volants. La police, la fameuse police de la répression du vice et de la promotion de la vertu, émet des arrêts de lapidation et d'exécution publique. C'est dans ce climat de délire puritain mortifère que Mollah Omar, en mars 2001, prend le décret de destruction des Bouddhas géants de Bamiyan. Les destructions archéologiques, en fait, avaient déjà commencé dans le musée de Kaboul. Elles visent à anéantir le souvenir d'une identité culturelle pré-islamique. Or, il se trouve que dans le même moment, pratiquement, en avril 2001, le commandant Massoud fait un voyage en France et est reçu à l'Assemblée européenne, à Strasbourg, pour demander de l'aide et faire pression sur le Pakistan. Il sera applaudi, mais rien de concret ne suivra. Alors, on connaît la suite. Massoud, rentré dans sa vallée du Panjshir le 9 septembre 2001, est victime d'un attentat perpétré par 2 faux caméramens tunisiens. C'est l'œuvre en fait d'Al-Qaïda qui paie ainsi sa dette pour la protection que lui accordent les talibans. 2 jours après, on le sait, ce sont les attentats du 11 septembre. Dès lors, l'Afghanistan se trouve impliqué dans un conflit encore plus disproportionné que celui du temps de l'intervention soviétique. Avant d'y venir, il faut insister sur les conséquences très lourdes des guerres civiles, destruction matérielle et culturelle irréparable, fracturation également de la société, anéantissement des normes juridiques et étatiques modernes. En 10 ans, le pays a vieilli de plusieurs siècles. Alors, après les attentats du 11 septembre, eh bien, commence une nouvelle occupation qui va durer 20 ans. 20 ans, la plus longue guerre des États-Unis et de l'OTAN, la plus chère aussi, avec un coût astronomique de 2300 milliards de dollars. Alors on avait évalué d'abord à 1000 milliards, ce qui était déjà considérable, mais des experts d'une université américaine sont revenus et ont majoré encore ce chiffre. Et tout se termine, on le sait, par une évacuation catastrophique dans un chaos indescriptible à la fin d'août 2021 sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. On peut y voir le symbole d'un double échec militaire et politique. Militaire d'abord, avec l'impasse de cette opération Enduring Freedom. Alors il faudra s'habituer à pas mal de termes américains, enfin anglais, d'acronymes également durant cette période. Cette opération Enduring Freedom a débuté dès le 7 octobre 2001, un mois donc après les attentats, par un déluge de bombes, évidemment, de missiles, mais suivi par le débarquement de troupes au sol, quelques milliers d'hommes seulement. Cela paraît suffisant pour provoquer la fuite des talibans et la libération des villes. La population accueille assez bien les Américains, tant elle était lasse de la chape de plomb que faisaient peser les talibans. Al-Qaïda est traqué jusque dans son repère de Tora Bora, à la frontière du Pakistan. Mais on apprendra plus tard que pratiquement tous les dirigeants sont saufs. Ben Laden, on le sait, ne sera éliminé qu'en 2011 et Mollah Omar est mort de mort naturelle en 2013. Dès le début de l'occupation, les erreurs se sont multipliées. Et je vais en pointer 5 sur lesquelles s'entendent la plupart des auteurs. Première erreur, c'est la méconnaissance totale par les troupes d'occupation des langues, des spécificités religieuses, sociales, culturelles, locales.
on peut en comparaison évoquer l'effort qu'avait fait l'armée américaine lors de son occupation du Japon en 1945. On avait à l'époque demandé à une sociologue américaine d'écrire une sorte de manuel qui s'appelle « Chrysanthème et le sabre » pour expliquer au moins aux officiers américains comment fonctionnait la société japonaise. Rien de tel pour l'Afghanistan. Deuxième erreur, l'appel aux anciens seigneurs de la guerre, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, sous l'ère des talibans, s'étaient réfugiés à l'étranger. Dostum, dans le nord, Ismail Khan, à Herat, reprennent du service, reconstituent leur milice avec l'aide américaine. Et ensuite, on incorpore ces milices dans l'armée afghane et on offre des postes aux seigneurs de la guerre. C'est ainsi que Dostum est devenu, vers la fin de la période, vice-président de l'Afghanistan, que Ismail Khan, qui a alors à ce moment-là une belle barbe blanche, il a vieilli depuis, lui est ministre de l'énergie. Voilà, donc on leur donne des lots de consolation d'une certaine façon, ça en dit long sur le fonctionnement du gouvernement afghan. Troisième erreur, la mise en place d'une coalition pléthorique et inefficace. En effet, l'opération Enduring Freedom, qui reste exclusivement américaine, est appuyée sur l'ISAF. Elle est aidée par l'ISAF, acronyme en anglais pour Force internationale d'assistance et de sécurité, commandée, enfin placée sous le commandement de l'OTAN. C'est là que l'OTAN entre en action. Dans ce cadre, 47 pays enverront des contingents de quelques milliers, voire seulement quelques centaines d'hommes. Les contributeurs les plus importants sont la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, dont c'est le premier engagement extérieur. La coalition va mettre beaucoup plus d'efforts à se coordonner qu'à monter des opérations en réalité. Les contingents se cantonnent dans leur base et font des patrouilles pour sécuriser les axes de communication, ce qui les expose à des embuscades. Les Français en ont été victimes le 18 août 2008 dans un col de la vallée d'Ouzbin, à 50 km seulement au nord de Kaboul. Quatrième erreur, la décision d'envahir l'Irak en 2003 a fait de l'Afghanistan un objectif désormais secondaire. Enfin, et c'est certainement la plus grave erreur, c'est l'incapacité des États-Unis à empêcher le Pakistan de servir de base arrière des talibans. Cette impuissance est assez difficile à comprendre. Comme le dit un diplomate, finalement, ça revient à dire que les Américains subventionnent le Pakistan pour qu'il aide les talibans à tuer des soldats américains. Le diplomate a parfaitement raison. Alors on a peut-être un élément d'explication dans une réplique cinglante de Joe Biden, qui était alors vice-président d'Obama. Il répondait au président d'Afghanistan de l'époque, Hamid Karzai, qui se plaignait de l'absence de sanctions du Pakistan. Joe Biden lui dit « Le Pakistan est pour nous 50 fois plus important que l'Afghanistan ». Les choses sont dites. Le tournant de la guerre contre les talibans correspond au début de la présidence Obama en 2009-2011. Obama est convaincu de la nécessité de sortir du bourbier afghan, mais comme souvent dans ce cas de figure, il veut le faire en position de force. Le haut commandement plaide à ce moment-là pour un surge, encore un mot anglais, c'est-à-dire une forte augmentation des effectifs qui vont passer de 60 000 à 100 000, plus 50 000 de la coalition pour remporter des succès décisifs. Alors, par exemple, une opération anglo-américaine de grande envergure est menée dans le Helmand, une région du sud, proche de Kandahar, visant à chasser définitivement les talibans. C'est d'ailleurs aussi la principale région productrice de pavots. Mais les résultats, en fait, sont très minces. Les talibans se sont dispersés dans les régions voisines et les Américains se sont rendus compte que éliminer le pavot ruinerait complètement les paysans. Donc les choses restent en état. La seule réussite de cette phase,
de transition, c'est l'élimination de Ben Laden par un commando dans la nuit du 1er au 2 mai 2011. Il vivait caché dans une énorme villa fortifiée à Abbottabad, à 50 km au nord d'Islamabad, c'est-à-dire en plein vraiment centre du Pakistan. Et cette ville, Abbottabad, était ville de garnison en plus. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer évidemment à nouveau la duplicité du Pakistan, dont les services secrets ne pouvaient ignorer sa présence. Alors, dès lors que Ben Laden est éliminé, pourquoi rester finalement en Afghanistan? Dès le 22 juin 2011, donc pratiquement un mois et demi après l'élimination de Ben Laden, Obama annonce le retrait, dont la dernière étape devait intervenir en 2014. Or, cette date ne va cesser d'être reculée, même sous Trump. La question du retrait va courir sur 10 ans et va mettre au jour toutes les contradictions et les faiblesses de la stratégie américaine. On retrouve les positions habituelles dans ce cas de figure. Les militaires veulent rester parce qu'ils considèrent que l'armée afghane n'est pas prête, mais elle ne sera jamais prête en réalité. Et les politiques, eux, voudraient partir le plus vite possible. Des négociations secrètes s'éternisent au Qatar, à Doha, avec les talibans. Elles sont d'abord secrètes, puis officielles. Elles aboutiront le 29 février 2020 sur un calendrier précis. Mais pendant ces négociations, il faut remarquer deux choses. C'est que, premièrement, le gouvernement afghan est exclu de la négociation. Les talibans ne veulent négocier qu'avec les Américains. Et deuxièmement, il s'agit d'un accord de retrait et non d'un traité de paix. Par conséquent, rien ne sera réglé après le départ des Américains, mais ils l'acceptent. Leur préoccupation, c'est d'abord de sortir à peu près indemne de ce bourbier. Le bilan de cette occupation américaine est lourd, mais infiniment moins quand même que lors de l'occupation soviétique. 166 000 victimes afghanes ont péri, dont un tiers de forces de l'ordre. Et les pertes de la coalition s'élèvent à 3 500 soldats, dont 2 500 Américains. Une guerre, par conséquent, de 20 ans, pour rien, avec un retour à la situation de 1996, quand les talibans avaient pris Kaboul. Ce sont d'ailleurs les mêmes chefs ou des gens de leur famille qui s'installent aux commandes, comme les Haqqani, qui, à l'heure actuelle, détiennent un certain nombre de ministères dans le gouvernement des talibans. Mais l'échec des Occidentaux n'est pas que militaire, il est aussi politique, dans la mesure où leur projet d'instaurer un État de droit démocratique a été complètement déjoué. Et il faut bien reconnaître que là aussi, le projet de state building, de construction d'un État, est une faillite. Parallèlement à la sécurisation du pays, devait s'opérer en effet la construction d'un État répondant aux standards du monde libre. Si les buts sont incontestables, les moyens, eux, pour y parvenir, se sont avérés contre-productifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce qui frappait les observateurs qui débarquaient à Kaboul dans les années 2000-2010, c'était la prolifération des compagnies privées de sécurité, des ONG, il y en avait plus d'1 millier, des organisations spécialisées dépendant de l'ONU, des milliers de consultants internationaux se concentraient à Kaboul et vivaient dans une sorte de bulle hyper protégée, appelée la zone verte, comme à Bagdad. Ils y avaient d'ailleurs leur propre lieu de sociabilité, bars, restaurants, hôtels, interdits aux Afghans. Il y avait une ségrégation totale. L'incapacité à coordonner les politiques entre toutes ces organisations s'est traduite par un désordre généralisé, un gaspillage énorme des ressources au profit des opérateurs privés étrangers, car l'argent déversé en Afghanistan revenait aussi aux pays donateurs, évidemment, par le biais de toutes ces organisations. Par ailleurs, les États de la coalition se sont répartis certains secteurs d'intervention dans les domaines régaliens. Par exemple, les Américains ont chapeauté l'organisation de l'armée afghane,
l'Allemagne a organisé la police, l'Italie la justice, la Grande-Bretagne la lutte antidrogue. La langue d'administration, d'ailleurs, est presque plus l'anglais à cette époque-là que les langues parlées en Afghanistan. La dépendance par rapport aux consultants et opérateurs étrangers se double d'une dépendance financière, car la majorité du budget afghan provient de l'aide internationale, ce qui interdit toute autonomie du gouvernement. Alors ce gouvernement, d'ailleurs, c'est plus une façade qu'une réalité. 2 présidents se sont succédés, Hamid Karzai, puis à partir de 2014, Ashraf Ghani. Tous les deux manquent de charisme et sont considérés, en dépit de quelques velléités d'indépendance, comme les hommes des Américains. Chacune de leurs élections a été entachée d'irrégularité et a été contestée. Alors on peut évoquer qu'à la suite de la dernière élection, cette scène assez surréaliste, en février 2020, le Ashraf Ghani, qui est donc candidat à sa réélection, et son compétiteur Abdallah Abdallah, tous les deux revendiquent la victoire et prêtent serment le même jour dans une des ailes du palais présidentiel. Quant à l'Assemblée, élue selon un système clientéliste, elle n'a aucun pouvoir législatif autonome. La corruption généralisée, connue de tous, est certainement le plus grave grief contre l'administration à tous les étages, du petit fonctionnaire au ministre, en passant par le gouverneur de province, chez qui on trouve plusieurs tonnes de drogue. Jean-Pierre Filiu, dans un article qu'il a publié dans Le Monde, en avril 2021, terminait son article en disant « L'Afghanistan est le pire narco-État de la planète ». De leur côté, les talibans, eux, ont tiré profit de cette situation en réinstaurant leur justice de proximité, dont j'avais parlé tout à l'heure, gratuite et rapide. D'une façon plus générale, c'est une forme de proto-État souterrain qu'ils implantent, province après province, gagnant progressivement jusqu'au nord du pays, y compris dans les régions peuplées de Tadjiks et d'Ouzbeks. Et quand ils passeront à l'offensive, au printemps 2021, on sera surpris de la rapidité avec laquelle ils gagnent du terrain, mais c'est tout simplement parce qu'ils étaient déjà là. Donc ça a été très, très facile pour eux de gagner tout le pays. Dès lors, l'armée afghane s'est effondrée, l'État transnational, comme l'appelle Gilles de Ronsoro, s'effondre aussi comme un château de cartes. Tout n'a pourtant pas été négatif. On ne va pas rester sur cette impression. Pendant ces 20 ans d'occupation internationale, on peut souligner quelques fragiles avancées. C'est la relative émancipation des femmes qu'il faut mettre. Oui, je sais bien que malheureusement, avec ce qui se passe, mais je vous dis, ça a été une fragile avancée durant cette époque. Il faut la mettre en étroite relation avec les progrès exceptionnels de l'enseignement. C'est ce qui ressort de ce tableau d'un rapport de l'UNESCO qui montre que, d'abord, le total des élèves et des étudiants est passé de 2001 à 2018 de 1 à 10 millions. 4 élèves sur 10 sont des filles dans le primaire, un peu moins dans le secondaire et 1 à 2 pour 10 dans le supérieur, mais ça représente quand même plusieurs milliers d'étudiantes à l'université, alors qu'il n'y en avait aucune en 2001. Un examen quand même un peu plus fin montre des signes inquiétants. Vous constaterez que dans les dernières années, eh bien, la croissance des effectifs féminins se ralentit. Il faut le mettre en relation avec les attaques de plus en plus fréquentes des talibans contre les écoles de filles. À la sortie de leurs études, les jeunes filles entraient massivement dans 3 secteurs. L'éducation, la majorité des enseignants en primaire étaient des femmes, la santé et l'administration, où elles représentaient 40% des effectifs. Elles jouaient donc un rôle central dans le développement de la société afghane et leur mise à l'écart est évidemment dramatique. À l'Assemblée, les femmes, conformément à la Constitution, représentaient 27% des sièges,
Je vous rappelle qu'en Iran, il n'y en a que 6% et au Pakistan, 20%. Le dynamisme des femmes afghanes s'est concrétisé par la conquête de postes inenvisageables 20 ans auparavant. Alors on peut donner comme exemple cette jeune mère de 29 ans, élue en 2018 par une ville de 50 000 habitants. Elle s'est réfugiée évidemment à l'étranger depuis. D'autres femmes ont été officiers de police, avocates ou juges. Deuxième secteur d'avancée fragile, les médias. Depuis 2001, la croissance des médias a été exponentielle, avec 500 titres de presse, de très nombreuses chaînes de télévision et de stations de radio. Mais il faut tempérer tout de suite cet essor par une autre donnée, le nombre de morts dans ces professions, de journalistes, de photographes de presse, a été extraordinaire, dramatique. En 2018, Reporters sans frontières a classé l'Afghanistan comme le pire pays au monde pour les journalistes. Les menaces, intimidations, assassinats étaient presque quotidiens. Ils émanaient de talibans, mais aussi des milieux corrompus proches du pouvoir. Enfin, dernier secteur, la culture. Depuis 2001, une nouvelle génération d'artistes a vu le jour, alors que leurs aînés avaient pratiquement tous émigré. Eux qui ont fait des études dans les nouvelles universités, des institutions artistiques, je donnerai juste comme exemple l'Institut afghan de musique qui a été ouvert en 2010 et qui s'est doté d'un orchestre symphonique. Eh bien, tous ces étudiants ont voulu rester. Ils ont investi des secteurs nouveaux de l'expression artistique, comme ils ont voulu rester tant que les Américains étaient là. Hein. Ils ont investi donc des nouveaux secteurs comme le graphisme, le rap ou la performance. Là aussi, un seul exemple, Shamsia Hassani, spécialiste de street art, qui est née à Téhéran de parents afghans, mais elle a tenu à revenir dans son pays. Elle était même professeure de sculpture à l'université de Kaboul. Elle est surnommée la Banksy afghane et délivre un message d'espoir sur les murs de Kaboul en stylisant, vous le voyez, les femmes en bleu et en jouant également avec la calligraphie. Elle lie donc la tradition et le modernisme dans son graphisme. Alors je terminerai en disant que ce sera ma première conclusion. La première guerre contre les soviétiques a certainement été la plus meurtrière. La deuxième, la guerre civile, a été la plus destructrice matériellement, dans les villes particulièrement, et culturellement. La troisième a été la plus désintégratrice pour l'État et le peuple afghan. La fuite, une nouvelle fois, que l'on constate en ce moment, des élites intellectuelles ne laisse rien augurer de bon. Et je terminerai enfin par cette citation d'Atik Raimi, un écrivain franco-afghan, prix Goncourt en 2008 pour Singuet-Sabour, Pierre de Patience, qu'il a d'ailleurs adapté à l'écran. Voici ce qu'il dit. Dès le début, c'est dans une interview, dès le début, j'ai parlé avec des gens des ministères occidentaux, pour créer une école de sciences politiques en Afghanistan et une école des cadres politiques. Tout le monde a applaudi, mais personne n'a construit cette école. On a donné le destin de l'Afghanistan dans les mains des associations, sous-entendu des ONG, etc. Et cette phrase retentit terriblement, on n'a pas essayé de rendre ce peuple autonome. Malheureusement, on en constate les effets aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Patrick Richer. Alors on a quelques minutes si vous souhaitez lui poser quelques questions, réagir à son intervention. Il vous suffit de lever la main et je vous donne le micro. Oui. Ah, on a déjà une première question. Je vous remercie Merci de nous avoir donné une ligne de ces 40 dernières années. Mais je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur... Vous n'avez pas assez
insister sur le côté du patriarcat féodal de l'Afghanistan. D'autres problèmes, c'est la consanguinité pour éviter de diviser l'héritage. Troisième problème, la frustration sexuelle de la jeunesse, bien entendu. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Mais je n'ai pas voulu majorer ces explications parce que je trouve qu'elle installe à ce moment-là une sorte de statut définitif à la société afghane qui serait pour laquelle il serait impossible d'évoluer. Ce que vous dites est très vrai, c'est vrai, le patriarcat, la question de la dot également est fondamentale. C'est pour ça que les filles sont extrêmement surveillées, parce que évidemment c'est une valeur marchande pratiquement, hein. Donc il s'agit de contrôler tout ce qu'elles font. Alors vous avez vu récemment leurs déplacements, etc. Tout leur est pratiquement interdit. Donc je suis tout à fait d'accord, mais ça nous installerait dans une étude à ce moment-là, sociologique, anthropologique même de l'Afghanistan. Moi, mon objectif, c'était de rendre compte de ce cycle de 40 années de guerre, si vous voulez. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais éventuellement échanger avec vous à propos du film que certains d'entre vous ont vu, que d'autres vont voir, parce que évidemment, il interroge aussi. Donc, je veux bien à ce moment-là vous donner quelques éléments d'information ou répondre à vos questions. Alors certains l'ont trouvé dur. En tout oui, cas, voilà. film. Ça, je m'en doute. Effectivement, c'est un film extrêmement dur, mais voulu tel. Pavel Lougine le reconnaît. Il dit qu'il a voulu faire un film pratiquement documentaire sur cette guerre. Et d'ailleurs, à certains moments du film, vous avez vu que l'écran se réduit. Disons qu'on voit les images que filme un embedded, comme on dit, c'est-à-dire au cœur de l'action. Oui, au cœur de l'action, c'est ça. Il y a un homme qui filme l'action et de temps en temps, on voit les images qu'il tourne lui-même. Donc, c'était voulu absolument par Pavel Lougine, qui voulait rendre compte de ce qu'avait été véritablement cette guerre. Alors, il ne s'est pas fait que des amis, évidemment, parce que il souligne, c'est un film à cause justement de cette brutalité, c'est un film, il le réclame, antimilitariste, par l'excès justement de violence produite par la guerre. Et il dit qu'il a été l'objet non seulement de critiques, mais d'attaques très virulentes de la part de beaucoup de vétérans d'Afghanistan. Alors certains l'ont approuvé en disant oui, on partage cet avis d'une guerre abjecte véritablement, mais d'autres étaient absolument hostiles à Pavel Lougine. Et la sortie du film d'ailleurs a été retardée de quelques jours. Le film devait sortir, enfin il est sorti sur des réseaux, mais il devait sortir le 8 mai. Vous imaginez la date, évidemment, à laquelle défile tous les ans l'armée rouge. Donc c'était absolument intolérable. Donc elle a été décalée au 10 mai, évidemment. Donc il y a cette opposition des anciens combattants. Le film a été ensuite interdit, littéralement, sur les écrans. Donc ça n'apparaît peut-être pas au premier chef, mais c'est un film évidemment contre la guerre. Et je dirais que c'est un peu l'état d'esprit de Pavel Lougine en ce moment, puisque je me suis renseigné, j'ai fait quelques recherches, et j'ai appris qu'il avait signé une lettre collective contre l'intervention en Ukraine. Donc il y a une certaine ligne, si vous voulez, dans son action. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions ? Non, pas pour l'instant. Oui, monsieur, mais je vous amène le micro. J'arrive.
Mais que va devenir l'Afghanistan maintenant? Parce que, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement était soutenu financièrement par les pays occidentaux. Oui. Maintenant, il n'y a plus aucun dollar qui rentre en Afghanistan pour les soutenir. Oui, enfin, il y a des projets qui se mettent en place quand même humanitaires. Parce que évidemment la population est dans une situation épouvantable et les talibans jouent d'ailleurs là-dessus parce que ils disent vous pouvez pas laisser cette population dans cette situation et ils s'interposent d'une certaine façon entre les ONG et le peuple afghan, se mettant comme ça en selle et acquérant une certaine légitimité de cette façon. Ça, c'est évident, mais comment faire autrement? Alors, que va-t-il advenir de l'Afghanistan? Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est très difficile de voir pour l'instant un avenir autre que ce qu'on voit, c'est-à-dire une fermeture absolue, des mesures de plus en plus absurdes, drastiques contre les femmes. La politique contre les femmes est vraiment, vous l'avez compris, un marqueur type des talibans. C'est leur marque de fabrique d'une certaine façon. Et donc il faut s'attendre à de plus en plus de mesures de ce type. Alors, on peut se dire aussi que la société a changé depuis l'époque de la guerre civile où les talibans avaient émergé. Si les chefs talibans n'ont pas changé, eux, la société a, elle, énormément changé. Comment les talibans vont-ils tenir une capitale qui compte maintenant 4 millions et demi d'habitants? Ça va être extrêmement difficile. Donc pour l'instant, évidemment, il y a une sorte d'état de stupeur, mais on peut supposer que cette société, car tout le monde n'a pas émigré quand même, que cette société va résister. Ça sera un autre chapitre, j'espère moins sanglant évidemment, mais ce sera un autre chapitre de l'histoire de l'Afghanistan. Mais là encore, il faut que ce peuple évolue d'une certaine façon, se prenne en main, comme le dit Atiq Rahimi, il faut que ce peuple devienne autonome pour vraiment dessiner son destin. Merci. Une autre question? Merci pour votre conférence, monsieur. Je voulais poser la question suivante concernant le fils de Massoud. Est-ce qu'il organise une résistance efficace, on va dire, politiquement écoutez, ou pas? Non. La résistance du fils de Massoud, dont on a parlé, elle a duré, je crois, 24 à 48 heures. Et il s'est réfugié à l'étranger. Je crois qu'il est au Tadjikistan à l'heure actuelle. Non, ça, malheureusement, la vallée du Panjshir, elle a été investie par les talibans. Bon, là, il y a des raisons certainement internes. Je vous ai dit, les talibans avaient noyauté complètement le territoire et le rejet de cet État transnational était tel que partout, les gens ont accepté finalement le retour des talibans. De toute façon, dans la vallée du Panjshir, il n'y avait plus non plus de capacité de résistance. Donc il ne faut pas attendre de solution de ce côté-là. Alors, comme l'heure tourne, on va prendre les dernières questions. Alors, la dernière question est une question par SMS. Est-ce qu'on peut dire que les talibans vont être plus souples, entre guillemets, qu'autrefois? Et comme ils l'ont plus ou moins dit, l'Occident est-il dupe? Alors, on peut rappeler ce qui s'est passé récemment, la semaine dernière. D'ailleurs, dans les écoles, justement, les jeunes filles ont été renvoyées au premier jour de leur arrivée dans les classes. On peut douter, en effet, que... Alors, ce qu'on peut supposer, ce que disent les spécialistes, c'est qu'il y a certainement quelques tensions dans le gouvernement, si on peut utiliser ce terme, taliban. Le fait que les filles aient pu rentrer, les filles au-delà de 12 ans aient pu rentrer à l'école, ça a dû être une décision prise, mais immédiatement, les plus réactionnaires
on dit non, c'est pas possible. Donc il y a certainement quelques tensions. Mais on peut être quand même assez pessimiste parce que c'est vraiment, ce sont les chefs talibans traditionnels qui tiennent le pouvoir. Il y avait deux factions en gros chez les talibans. Ceux qui avaient négocié à Doha et ceux qui étaient les talibans de l'intérieur de l'Afghanistan. Et c'est la faction des militaires, de ceux qui sont de l'intérieur qui l'a emporté. Les diplomates, enfin ceux qui avaient négocié avec les Américains, ont été mis sur la touche. Donc c'est la faction la plus dure qui est en ce moment aux commandes. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence et merci à vous.